Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITM. Nous sommes dimanche le 5 juin 2022. Vous êtes avec Achille Kamana. Nous revenons dans cette émission en français sur la radio ITM, telle que vous nous le demandez à un grand nombre, pour vous partager nos réflexions par rapport à l'actualité qui concerne notre pays et plus particulièrement qui concerne aussi l'insécurité qui sévit dans l'est du Congo, dans l'est de la République démocratique du Congo. On va utiliser le nom congolais pour désigner les habitants de la République démocratique du Congo durant cette émission. Je tiens à le préciser pour ne pas confondre avec le peuple congolais du Congo-Brazzaville. Donc, on parle bien de la RDC où dans les récents jours, euh, il y a eu une attaque armée qui a été faite par le mouvement M23, un mouvement qui a été qualifié suite à ces attaques, qui a été qualifié par l'État congolais comme étant un mouvement terroriste. Et ceux qui le savent très bien que ce mouvement est soutenu, financé par le gouvernement du Rwanda dirigé par le FPR du président Paul Kagame. Et donc, suite à ces agressions armées, encore une fois, euh, nous avons vu quelque chose qui n'était pas habituel chez les Congolais, c'est-à-dire il y a eu un élan de mobilisation généralisé partout dans le pays, que ce soit au sein de l'armée ou de la police et de la population en général. Une mobilisation qui a amené les habitants à clairement se mobiliser contre ces agressions armées en dénonçant l'attitude agressive et, on n'aura pas peur de le dire, inhumaine ou indigne de l'État rwandais. Donc, pour nous, quand on parle du M23, on parle directement du gouvernement rwandais. On sait que ce sont eux qui les soutiennent. Donc, il y a eu plusieurs dénonciations au sein de plusieurs instances internationales, notamment la communauté des pays d'Afrique de l'Est, l'Union africaine, les Nations unies et tant d'autres. Alors, nous allons analyser plus ou moins que signifient encore ces actes d'agressions armées pour le Rwanda, pour la sous-région. Nous allons parler en deuxième partie de cette émission, une émission qui va être assez courte. Nous allons parler aussi de la réunion des pays du Commonwealth qui est prévue en date du 20 juin à Kigali. Et nous finirons par parler des conditions de détention de certains prisonniers d'opinion ou prisonniers politiques au Rwanda, notamment Aimable Karasira, emprisonné depuis plusieurs mois à Kigali. Donc, pour ce faire, nous serons avec mon collègue Anissé Kareye. Anissé Kareye est membre de l'Alliance rwandaise pour le changement. Il est un membre actif qui est chargé des réformes euh, institutionnelles et gouvernementales. Donc, tout ce qui est réforme et tout ce qui est gouvernance. Anissé Kareye, je vais d'abord te donner la parole pour que tu puisses saluer les auditrices et auditeurs de la radio ITM. Ensuite, nous allons demander à notre studio de nous faire écouter un petit extrait d'un monsieur Mohamed Izajan Skoye. Je vous expliquerai pourquoi on va écouter cet audio, mais je vais d'abord donner la parole à Anissé Kareye. Anissé Kareye, est-ce que tu m'entends? Anissé Kareye, je pense que tu es sur mute.
Excuse-moi, Achille, j'étais effectivement sur mute. Pas de Je te problème, là, salue. je t'entends bien. Ouais, je te présente mes salutations et je te remercie également pour ton engagement, pour ton temps et ton énergie pour la paix de notre pays, le Rwanda, de la sous-région des Grands Lacs et de la planète Terre en particulier, de façon générale. Donc, je salue également tous nos auditeurs. Je présente toutes nos salutations à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui nous suivront après. Et donc, j'espère bien que nous allons avoir de bons échanges. Merci. Merci beaucoup, Anissé Kaleye, pour ton temps aussi également. On sait que ta participation est inconditionnelle et on l'apprécie beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Avant d'écouter cet extrait de M. Mohamed Jean Skoye, on va d'abord expliquer pourquoi, pour faire une mise en contexte. Le M23 est un mouvement qui se présente comme étant un mouvement représenté par les communautés rwandophones de l'Est du Congo, notamment la région de Kivu. Ses habitants s'appellent en grande majorité les Banyamulenge. Et donc, depuis longtemps, le Rwanda a provoqué l'insécurité grâce à ces groupes armés. Il y en a eu d'autres, mais on ne va pas faire un cours d'histoire aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres avant. Donc, le Rwanda a toujours utilisé ses alibis, disant que, ou faisant croire qu'il y avait des rwandophones, que la communauté congolaise qui n'est pas rwandophone déteste ou n'aime pas, et que ces luttes armées étaient motivées par une volonté de les protéger. Et donc, on sait que c'est pas vrai. Et d'ailleurs, très récemment, le représentant de la communauté Banyamulenge du Kivu, M. Mohamed Zajanskoye, a clairement fait un discours en se dissociant ou aussi en se désolidarisant du M23. Et je vais demander à notre studio de jouer ce petit extrait qui dure à peu près 2 minutes. De ce que l'on sait, uniquement dans le sens de nuit. Petite historique. Qui ignore au Congo et à l'étranger que les Banyamulenge avaient pris distance du mouvement rebelle dès sa naissance en décembre 2012 au Nord Kivu. Bien plus, c'est grâce à l'intervention du colonel Michel Rukunda, dit Makanika, Munyamulenge, aujourd'hui dans les collimateurs du pouvoir, que l'installation du M23 avait été évitée dans la province du Sud Kivu. L'ancien gouverneur Marcel Chichambo peut vous en dire plus. C'est Michel Rukunda qui neutralisa Jacques Bagayamukwe et Mouchi venu implanter les M23 au Sud Kivu. Et que dire du lieutenant-colonel Ruvusha, tombé sur les chars d'honneur à Rumangabo, combattant les rebelles du M23, pour ne citer que celui-là qu'on est en train d'inhumer à présent même. Souffrance des Banyamulenge pendant 5 ans. Depuis mars 2017, les Banyamulenge ont été suffisamment détruits par les Maïmaï des communautés voisines, ainsi que des rebelles des Raids de Tabara d'Alexis Sinouige, des rebelles du FNR du général Aloïse Zabampema, tous des Burundais. Les Banyamulenge n'ont ni la force ni l'intérêt de s'occuper d'un mouvement rebelle agissant au Nord Kivu. Minoritaires, menacés de toutes parts, les Banyamulenge demandent, comme toujours, la protection du pouvoir. Ils sont tous derrière le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, l'unique personne capable de les sauver d'un déracinement ethnique dont il constitue une menace sérieuse si les dieux du ciel et le président ne leur viennent en aide. En ce moment même, pendant que je suis en train de rédiger ce message, les Tutsis sont en train d'être sortis dans des bus ou sur des motos pour être tués pour appartenance à un mouvement dirigé par Emouchi, M. Bertrand Bisimwa. Qu'on commette un génocide sous les yeux de l'État, Dieu seul sait. Le gouverneur des provinces, son Excellence M. Théo Ngouabije Kassi, a lancé le mercredi, le 1er juillet 2022, un message de paix à toute la population de Bukavu, l'invitant à... Merci, les gens du studio. Merci pour votre aide. Et donc, Anissé Kaleye,
je l'ai expliqué en introduction, que signifie ou quelles sont les motivations de l'État rwandais à encore une fois agresser la RDC, notamment dans l'est du Congo. Quelles sont ses motivations et qu'est-ce que ça veut dire en ce moment pour cet État qui, on le sait, a toujours eu une main, a toujours une influence dans cette sous-région, surtout dans l'est du Kivu, notamment dans les conflits armés qui ont fait en sorte qu'il y a eu plusieurs morts, plusieurs déplacés, et que depuis près de 28 ans, cette région est toujours instable. Que pourrais-tu dire à nos auditrices et à nos auditeurs? Bon, merci Achille. Il faut rappeler que l'État rwandais, le gouvernement rwandais ou le pouvoir du FPR ne reconnaît pas officiellement soutenir le mouvement du M23. Donc, si tu me demandes pourquoi ils vont là-bas, il faut rappeler qu'ils ne reconnaissent pas officiellement être sur le terrain en République démocratique du Congo aux côtés des rebelles du M23. Seulement, les observateurs, les connaisseurs du terrain, tout le monde sait très bien que justement le M23, s'il existe, c'est grâce au soutien, à l'appui massif, non seulement en matériel, mais également en termes financiers, mais également en fournissant les éléments des troupes qui combattent sur le terrain. Nous savons bien que justement, c'est le gouvernement rwandais qui joue ce rôle. Mais le M23, s'il existe depuis des années 2010, je crois, c'est qu'il prétend défendre les intérêts des populations rwandaises et rwandophones, les gens qui parlent le Kinyarwanda et les gens qui sont proches du Rwanda, surtout dans le nord du Kivu et dans le sud du Kivu. Il prétend défendre ces intérêts-là. Et avant le M23, il y avait d'autres mouvements, notamment le CNDP, notamment le RCD Goma. Il y a toujours eu des mouvements comme cela qui sont pro-rwandais et qui sont justement des créations même de l'État rwandais. Il faut rappeler également que depuis les années 1997, vers la fin de l'année 96, lorsque les troupes dirigées par Laurent Désiré Kabila ont pris les armes pour combattre le régime du feu président Mobutu, normalement, c'est le Rwanda qui était derrière cette attaque, qui a fini par le renversement effectif du président Mobutu. Mais depuis cette année-là, depuis ce temps-là, les Rwandais n'ont jamais quitté le Congo. Il faut rappeler également que le chef d'état-major du feu Laurent Désiré Kabila était un certain James Kabarebe, qui non seulement a été un des éléments de l'armée ougandaise, qui non seulement a été l'un des dirigeants de l'armée rwandaise, et qui encore, mais également lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, est devenu le chef d'état-major de l'État congolais, de l'armée congolaise. Et lorsque les choses ne se sont pas passées comme le Rwanda l'avait prévu, James Kabarebe est revenu au Rwanda, est rentré au Rwanda pour encore une fois devenir le chef d'état-major de l'armée rwandaise. Donc c'est quelque chose de très inhabituel de voir quelqu'un jouer des rôles clés dans 3 pays différents. Mais là, c'était entre parenthèses. Et puis, tu disais, Achille, que le Rwanda est derrière ce mouvement du M23. Nous le savons tous. Même s'il y a le Rwanda qui nie catégoriquement, mais on le voit dans les déclarations officielles, dans ce que dit le ministre des Affaires étrangères. Il prétend défendre les intérêts, non, seulement il ne veut pas admettre
ce qu'ils ont fait en envoyant les troupes en République démocratique du Congo. Mais il y a également les dires, les déclarations, les accusations basées sur les faits, basées sur les preuves de l'État congolais, qui affirme haut et fort que le Rwanda est bien présent sur le territoire congolais. On a vu 2 militaires, un caporal et un soldat simple, qui ont été présentés à la presse parce qu'ils avaient été capturés sur le terrain. Et c'était des militaires rwandais qui avaient des uniformes rwandaises, qui avaient des cartes de l'armée rwandaise. Il n'y avait pas moyen de nier que c'était des éléments de l'armée rwandaise. Mais à part ces militaires-là, il y a également d'autres preuves peut-être qui ne sont pas présentées officiellement au public, mais qui existent bien, notamment les résultats des enquêtes et des services de renseignement congolais. Le Rwanda nie catégoriquement. Le Congo affirme aussi haut et fort que le Rwanda est impliqué dans ce conflit. Mais il faut rappeler encore une fois que le M23 a été appelé, comme d'autres mouvements qui luttent contre le pouvoir de Kinshasa, autour de la même table de négociation à Nairobi, au Kenya, pour que les différentes parties essaient de trouver une issue pacifique à ce conflit. Mais le M23 a posé de gros problèmes. N'a pas voulu être sur la même table que les autres mouvements qui ont, eux, ont accepté ce dialogue. Le M23 a posé des soucis, il n'a pas voulu être partie prenante à ces négociations. Pourquoi? Parce qu'il était sûr du soutien massif de l'État rwandais. Voilà. Donc, c'est ça justement, le M23 prétend défendre les intérêts des rwandophones congolais. Mais parmi les rwandophones congolais, il y a les Banyamulenge qui viennent de se désolidariser de ce mouvement-là. Et puis, il y a d'autres partis, notamment les Maïmaï, qui, eux, veulent négocier avec l'État congolais. Je voudrais saluer également la volonté du président Tshisekedi de négocier avec les opposants armés. C'est pas facile d'avoir des négociations avec des gens qui attaquent avec des armes. Mais il a eu ce geste, cette bonne volonté de négocier avec tout le monde, d'appeler tout le monde à la table de négociation. Même si le M23, effectivement, a eu un comportement qui l'a exclu d'office des pourparlers en question. Voilà. Donc, les choses sont là. On suit l'actualité, nous autres, moi comme toi, Achille, comme d'autres, peut-être que nos auditeurs, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais je voudrais également revenir sur ce qui se passe dans l'Est de l'État congolais. Parce que, à cause justement de cette agression de l'État rwandais qui se cache derrière le mouvement du M23, il y a une attitude anti-rwandais de façon générale. Les Congolais, ou certains Congolais, je veux dire, en veulent atrocement à tous les ressortissants rwandais qu'ils croisent. Ils pensent que les Rwandais en général leur veulent du mal. Et au mouvement, justement, on voit cette attitude anti-rwandais, cette impression que tous les Rwandais en veulent aux Congolais. Et les Congolais, justement, des fois, ont une attitude inamicale envers les Rwandais.
Et je veux parler justement aux Congolais en leur disant que ce que fait le Rwanda, ce que fait le gouvernement rwandais, ce que fait le pouvoir du FPR ne doit pas concerner tous les Rwandais. La majorité des Rwandais ne sont pas pour cette agression. La majorité des Rwandais sont des frères et sœurs des Congolais et veulent cohabiter pacifiquement avec le peuple congolais. Et de grâce, frères et sœurs congolais, ayez l'attitude amicale envers les Rwandais. Tout le monde, tous les Rwandais ne vous verrez pas du mal. Voilà, Achille, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais globalement, je présenterai les choses comme cela. Merci. Merci beaucoup, Anissé Kalégué, pour cette présentation qui explique, qui nous donne une bonne image de ce qui se passe à l'est du Congo. Je voudrais rajouter certaines choses. Effectivement, tu as mentionné les 2 soldats qui ont été capturés à 20 kilomètres à l'intérieur de la RDC, à 20 kilomètres de la frontière du Rwanda. Je voulais aussi mentionner que ça fait des années que Monsieur Laurent Nkunda, qui était le président, le nom du groupe m'échappe, a été capturé et il est détenu au Rwanda, à Kigali. Ça, c'est une autre preuve que l'État du Rwanda s'ingère clairement dans les affaires de la République démocratique du Congo. Il y a aussi le discours très récent du président Paul Kagame où il avertissait l'État congolais que il allait faire clairement la guerre au Congo, donc à la RDC. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Anissé Kalégué, mais il disait clairement que le Rwanda était un petit pays et qu'il n'accepterait jamais de faire la guerre sur son territoire et que donc il irait sur le territoire du voisin pour y faire la guerre. Et en ce moment, il accusait la République démocratique du Congo de s'allier avec des groupes armés rwandais dont le FDLR, que le Rwanda étiquette comme étant un groupe d'extrémistes Hutus ou un groupe qui est composé d'anciens génocidaires rwandais. Donc, tout ça sont des éléments qui constituent certains alibis de l'État rwandais pour s'ingérer justement dans ce pays qui cherche la paix depuis longtemps, un pays qui a un grand potentiel de développement économique. Et donc, comme tu venais de le dire tantôt, l'ensemble ou la majorité des Rwandais ne soutiennent pas l'État rwandais dans cette attitude qui est clairement inconstitutionnelle. On l'a expliqué, au Rwanda, il n'y a pas d'État de droit. L'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée sur cette guerre, elle ne s'est pas prononcée sur d'autres actions de l'armée rwandaise un peu partout en Afrique. Tout est décidé par le président Paul Kagame et quiconque ose le contredire ou se mettre sur son chemin subit des représailles qui vont jusqu'à perdre la vie ou bien à être emprisonné pendant longtemps. Et donc, l'un des problèmes, l'une des solutions face à ces problèmes d'insécurité de la sous-région est la solution du dialogue. C'est-à-dire que dernièrement, à Nairobi, les chefs d'État de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est ont statué que les pays justement composant cette communauté les gouvernements devraient entamer des processus de dialogue avec l'ensemble des groupes armés afin de trouver des solutions pacifistes ou pacifiques face à l'insécurité qui sévit en République démocratique du Congo. Et on le sait très bien, ça fait des années que l'État rwandais refuse de dialoguer avec ses opposants. L'État rwandais refuse de dialoguer avec des opposants qu'il a créés lui-même, des gens qui s'opposent à cet État dans ses bavures, dans ses activités ignobles, inhumaines, parce que c'est un gouvernement qui use la force, qui use toutes sortes de violences pour faire taire, ou bien pour taire l'ensemble des opposants ou les Rwandais qui ne le soutiennent pas, ou qui n'ont pas le même avis ou la même opinion que eux.
Voilà. Et donc, c'est en ce sens que l'État rwandais joue un double jeu que vous connaissez depuis longtemps. C'est-à-dire que à l'intérieur du pays, ça ne va pas. Nous l'avons déjà décrit dans nos émissions passées. Et jusqu'à présent, c'est la même chose. Il y a une crise économique sans précédent, plus la crise sociopolitique qui est sans précédent aussi. Et avec ça, le Rwanda parvient, grâce à ses lobbies, grâce à l'argent du contribuable, parvient à toujours se démarquer sur la scène internationale comme étant le pays exemplaire, le pays qui se développe très rapidement par magie, par miracle. Et c'est pour ça que très bientôt, en date du 20 juin, il y aura une réunion qui va se tenir à Kigali. Jusqu'à présent, c'est confirmé qu'il y aura la réunion des pays du Commonwealth, c'est-à-dire les pays anglophones. Cette réunion aura lieu à Kigali pendant que l'État Bon, rwandais... Achille, avant peut-être d'entamer ce sujet de la réunion du Commonwealth à Kigali, permets-moi de revenir sur cet élément que tu viens d'introduire, de la déstabilisation, comme tu viens de le souligner, la déstabilisation de l'Est congolais est liée étroitement à la politique interne du Rwanda. Et donc, il faudra qu'on le souligne, tu l'as évoqué, mais je voudrais aller dans ton sens. La déstabilisation de l'Est congolais a débuté avec, je l'avais dit au début, a débuté avec l'attaque des AFDLR, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo dans les années 1996, qui était soutenue par le Rwanda, par l'Ouganda et par le Burundi à l'époque. Depuis lors, le Rwanda n'a jamais quitté le territoire congolais. Même lorsque la guerre est finie, lorsque Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, le Rwanda n'a voulu quitter le Congo. Avant, ils y étaient de façon officielle aux côtés de Laurent Désiré Kabila. Mais lorsqu'il y a eu la disgrâce entre Laurent Désiré Kabila et le Rwanda, les Rwandais ont commencé à créer des mouvements rebelles. Mais il y a eu également, depuis lors, des mouvements rwandais qui luttent pour la libération du Rwanda. Il y a eu le mouvement Alir, qui est devenu un peu plus tard les FDLR, et après il y a eu le Rudi Orunana et puis les FDLR. Ce sont les trois mouvements connus pour faire partie des groupes armés qui sont sur le territoire congolais. Mais il faudrait justement, comme je le disais, souligner que cet état de fait, le fait même que le Rwanda prétend aller combattre ces groupes armés au Congo, c'est qu'il y a un problème, un grand problème de la politique interne justement dans notre pays, le Rwanda. Les autres pays, on parlait du Congo, qui a accepté de dialoguer avec les groupes Maï Maï, les M23 et j'en passe, à Nairobi. Il y a par exemple le président burundais Evariste Ndayishimiye qui a déclaré officiellement qu'il est prêt à dialoguer avec tous ceux qui le combattent, notamment le groupe Red Tabara. Mais il n'y a que le Rwanda qui ne veut pas dialoguer avec les groupes armés qui le combattent. Pourquoi? Point d'interrogation. Et pourtant, j'ose affirmer officiellement, haut et fort, que si le Rwanda acceptait de dialoguer avec non seulement les groupes armés qui sont au Congo, mais également toutes les organisations politiques qui se déclarent d'opposition, le Congo, l'Est congolais ne serait plus déstabilisé. Le problème du Congo est étroitement lié à la politique rwandaise. Donc, il faudrait que le Rwanda réfléchisse officiellement, je parle du président Kagame et de ses proches, réfléchisse profondément sur ce qu'il convient de faire. Est-ce qu'il faut continuer comme maintenant le statu quo ou bien il faut avoir une politique
de dialogue, appeler non seulement les FDLR, le FLN, les RUD Urunana, je parlais des groupes armés, mais également les organisations politiques qui ne sont pas dans des conflits armés, pour qu'on puisse discuter justement de la politique commune du Rwanda. Le jour où on saura se mettre d'accord, où il y aura un dialogue franc entre les Rwandais, le Congo sera libéré des problèmes qu'il a actuellement. Donc le problème congolais est étroitement lié à la politique interne du Rwanda et j'appelle tous les Rwandais, opposants comme ceux qui sont au pouvoir, à voir comment se rencontrer pour négocier et éventuellement le Congo, parce que justement, il subit des conséquences, il devrait aussi faciliter cet échange. J'ai parlé récemment lors d'une émission à Kinyarwanda de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est également qui devrait s'impliquer. Mais je voulais, en te coupant la parole, Achille, je m'en excuse, dire que tant que le Rwanda n'aura pas accepté de négocier avec ses opposants, le Congo continuera à avoir des problèmes. Merci bien. Merci beaucoup, Anne. Essaie de souligner, tu as très bien fait. Merci de souligner cet enjeu parce que effectivement c'est la base, c'est la raison principale de la déstabilisation de la RDC et puis du malaise au fait que les Rwandais vivent. Et je tiens à rappeler à nos auditrices et auditeurs que les Rwandais ne demandent pas beaucoup de choses au gouvernement du Rwanda. Les Rwandais ne demandent que le respect de leurs droits, leur liberté d'expression et un partage équitable des ressources ou bien des richesses. Parce que, justement, quand les gens sont pauvres, ils se sentent exclus de la société. Et quand c'est une majorité qui se sent pauvre, ça devient un problème. Quand les gens n'ont pas le droit à l'opinion, quand les gens constatent que l'espace politique est fermé, on leur empêche d'office de participer ou bien d'exercer leur citoyenneté, c'est-à-dire de participer à la construction de leur société ou bien de leur pays. Les gens se sentent exclus. Et quand ces gens lèvent la voix pour dire que ce n'est pas correct et que la réponse est de les massacrer ou de les mettre en prison ou aussi, en fin de compte, les gens finissent par fuir le pays, par aller demander asile, que ce soit en Afrique ou en Europe ou sur le continent américain, un peu partout. Je pense que le Rwanda est l'un des pays qui a un grand nombre de réfugiés dans le monde et ça sautait, mais c'est une réalité. Et donc, le malaise est là. Il faudra que l'État rwandais change complètement d'attitude, change de paradigme et qu'il soit un État en bonne et due forme, un État de droit, un État qui intègre tous ses citoyennes et tous ses citoyens. Donc, on tient vraiment à le souligner. Donc, sans plus tarder, Anissé Kaleye, on avait dit qu'on allait faire une émission assez courte. On va parler de la réunion des pays du Commonwealth qui va se dérouler au Rwanda en date du 20 juin. Je disais que le Rwanda, malgré tous ces problèmes, parvient toujours, grâce à ses lobbies, à se démarquer, à se montrer comme étant un État exemplaire. Cette réunion va réunir plusieurs chefs d'État. Cette réunion va se dérouler pendant que il y a des Rwandais qui souffrent. On en a parlé, mais plus particulièrement, on veut revenir sur les conditions de détention de certains prisonniers d'opinion au Rwanda, notamment Aimable Karasira, qui dernièrement, dans une entrevue, a clairement dit que son médecin refuse de lui donner des médicaments pour le traitement de son diabète. Ils sont détenus dans des conditions de torture quotidienne et que on lui aurait dit, lui et aux autres, on lui aurait dit que après la réunion du Commonwealth, il serait assassiné. Il l'a dit, malheureusement c'est en Kinyarwanda, mais il l'a dit.
Anissé Kareye, qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs et auditrices par rapport à cette situation et qu'est-ce que les Rwandais en général pourraient faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour saisir cette opportunité de cette réunion du Commonwealth pour dénoncer l'État rwandais dans son attitude inconstitutionnelle et indigne du respect des droits humains? Je voudrais tout d'abord souligner le fait que les Rwandais n'attendaient pas grand-chose de cette réunion du Commonwealth. Il y aura des dirigeants qui viendront au Rwanda. Bon, il y a eu l'organisation d'autres réunions dans le passé à Kigali, mais ce que voient les Rwandais, c'est que d'abord, il y a une limitation très massive des libertés, surtout de mouvements dans les villes, notamment Kigali, mais également dans d'autres villes du pays. Quand il y a une organisation des réunions internationales, le Rwanda a l'habitude d'abord de demander aux gens je dirais ce qu'on appellerait les petits gens qui circulent dans Kigali, de rester chez eux. Les gens qui circulent sans souliers, par exemple, n'ont pas le droit d'aller venir dans Kigali. Les gens qui font de petites activités, ils sont priés de ne pas le faire avant la fin de la réunion, de la manifestation en question. Donc, les gens, en fait, le bas peuple, souffrent plus de cette réunion, de ces rencontres internationales et plutôt que d'en tirer des profits. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait dire. Et puis, la deuxième chose qu'il faudrait dire, et peut-être plus positive, c'est que il y aura du tourisme. Les hôtels vont avoir des intérêts. Les petits commerces peut-être vont en profiter, mais il y aura surtout des profits politiques de la part du FPR, des dirigeants rwandais, qui auront montré à la communauté internationale qu'ils sont capables d'organiser des rencontres internationales et qui se passent très bien. Là, c'est peut-être la première chose qu'il faudrait que je souligne. Mais comme je le disais avant, il y a des gens de conditions inférieures qui vont en souffrir. Mais surtout, il y a des libertés, des mouvements, des droits qui vont être limités davantage. Ils sont déjà délimités au Rwanda, les libertés et les droits sont limités, mais ils vont l'être encore davantage. Est-ce qu'on ne veut pas montrer certaines choses à Kigali? Le pouvoir de Kigali veut cacher la face réelle du pays pour montrer sous une autre forme. C'est ça qui va se passer. Et c'est justement pour cela que nous voudrions alerter la communauté internationale, notamment les gens qui vont se rendre à Kigali pour qu'ils sachent que ce qu'ils vont voir ne reflète pas la réalité de la vie quotidienne au Rwanda. On va vous montrer une face comment dire, ils vont vous montrer un pays développé, des routes bien asphaltées, une hygiène parfaite, tout ce qu'il y a. Vous allez rencontrer des gens très bien habillés, vous allez voir des bâtiments, je dirais bien, où il n'y a aucun problème là-bas. Mais après, il y a d'autres réalités que vous n'aurez pas, que vous ne verrez pas, et c'est des réalités normalement qui reflètent la vraie image du pays. Mais ce que disait Achille justement, Achille, comme tu le disais, il y a surtout des conditions des gens qui souffrent
et qui souffrent parce que le pouvoir du FPR veut qu'ils souffrent. Il y a des libertés fondamentales qui sont bafouées. Il y a des gens qui sont injustement emprisonnés. Il y a des gens qui souffrent en prison et qui sont torturés. Achille vient de donner l'exemple d'Aimable Karasira, qui a donné officiellement son témoignage, publiquement, devant un juge. Donc, ça veut dire que les honorables, ces grandes personnalités qui vont se rendre à Kigali, vont loger dans de grands hôtels, vont circuler dans de belles voitures, ou vont jouir peut-être d'autres choses que va préparer le pouvoir de Kigali. Mais il faudrait que quelqu'un alerte ces gens-là qu'à côté des hôtels dans lesquels ils vont loger, il y a des prisons où sont torturés des gens innocents. Il faudra qu'ils le sachent. Il faudra qu'ils sachent, ces gens-là, ces grands dirigeants des pays développés du monde, qu'il y a des gens qui souffrent de la faim, qu'il y a un chômage qui explose de jour en jour, que ce que le gouvernement rwandais va leur montrer ne reflète pas du tout la réalité du pays. Et Achille, je crois qu'on aura peut-être d'autres canaux de communication pour informer ces gens de ce qui se passe réellement dans notre pays, le Rwanda, mais ici aussi, il fallait qu'on en profite pour le dire. Merci. Merci beaucoup encore une fois, Anissé Kalégué, pour cette présentation. Effectivement, comme tu le dis, nous allons être très actifs sur le plan de la communication dans ces jours, dans ces mois qui vont suivre, parce que nous sommes persuadés que l'État rwandais fait face à une situation inhabituelle, une situation où il y a une mobilisation généralisée. C'est un État qui était impopulaire auprès de son propre peuple. Et là, c'est un État aussi qui devient de plus en plus impopulaire au sein des peuples de la sous-région et un peu aussi des peuples d'Afrique. Pourquoi au-delà de la guerre en RDC, il y a aussi les traités que le Rwanda signe un peu partout, des traités qu'il a signés avec l'État israélien, des traités qu'il est en train de négocier avec le Royaume du Danemark, mais aussi un traité qu'il a signé avec le gouvernement de la Grande-Bretagne, un traité qui stipule que les demandeurs d'asile illégaux sur le sol britannique vont devoir être relocalisés au Rwanda, dans un État dictatorial, un État qui ne respecte aucunement les droits humains et qui n'a aucune sensibilité par rapport au respect de la dignité humaine. Et donc, ces gens-là, ces demandeurs d'asile, la majorité du temps, ce sont des Africains qui fuient leur pays parce qu'il y a la misère, parce qu'il y a l'insécurité, parce qu'ils ne se sentent pas inclus dans la société ou bien dans tout ce qui est développement global de leur pays. Et ces gens vont être ramenés dans un pays qui a une attitude justement qui fait en sorte que les gens finissent par aller demander asile ailleurs. C'est complètement contradictoire à toute logique liée aux droits de l'homme. Et donc, je tiens aussi à souligner que Aimable Karasira, dont on vient de parler, si jamais vous entendez dans les prochains jours, après la réunion du Commonwealth à Kigali, si vous entendez qu'il n'est plus vivant, vous saurez que quand il nous a parlé,
il a dit ce qu'il pensait, il a dit des choses que on lui a nommées, que ses bourreaux lui ont nommées. Aimable Karasira est emprisonné, pas parce qu'il a commis un crime au Rwanda, pas parce qu'il a appelé à l'insurrection. Il est emprisonné parce que il a osé dire que durant la période du génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994, ses parents, qui étaient des Tutsis, ont été assassinés par des éléments de l'armée patriotique rwandaise, c'est-à-dire du FPR, le gouvernement actuel du Rwanda. Et juste à cause de ça, il a été emprisonné. Beaucoup sont emprisonnés, beaucoup sont exclus de la société, vivent un certain isolement au sein de la société parce qu'ils osent dire la vérité. Et on pourrait se poser la question à savoir si l'État rwandais pense que la population rwandaise dans son ensemble va continuer à vivre dans ces conditions indignes. Je ne pense pas. Et donc, c'est le temps aussi où les Rwandaises, les Rwandais, jeunes, adultes, personnes âgées, je pense que les Rwandais devraient s'unir contre cet État qui est impopulaire et qui ne respecte aucunement leurs droits afin de changer les choses et d'apporter leur rapport dans la quête de la paix durable au Rwanda et dans la sous-région des Grands Lacs. Donc, cette intervention met fin à notre émission. Aujourd'hui, je ne sais pas, Anissé Kalégué, si tu avais quelque chose à rajouter ou bien un mot de la fin. Anissé Kalégué, tu aurais un mot de la fin? Moi, je n'ai rien de spécial à ajouter. Tout simplement, j'ose espérer que on suit l'évolution de la situation à l'est du Congo. J'ai vu que le président Tshisekedi s'est rendu à Brazzaville pour rencontrer son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Sur l'ordre du jour figure également la question justement de l'escalade de la situation des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il y a eu d'autres initiatives. On a parlé des États-Unis qui ont eu la volonté de souligner qu'il faudrait qu'il y ait une issue diplomatique. Donc, je vais ici également espérer qu'il y aura une issue diplomatique entre cette crise diplomatique entre le Rwanda et le Congo et que le Rwanda aura la sagesse, enfin la sagesse, d'arrêter son soutien au M23 afin que la paix règne pour de bon dans cette partie de l'Est de la République du Congo. Pour ce qui est de cette réunion du Commonwealth, j'aimerais bien que les dirigeants, comme nous le disions tout à l'heure, revoient leur charte, la charte de cette organisation du Commonwealth qui a comme prérogative, comme que les pays membres doivent respecter les droits humains. Et donc, il faudrait qu'ils revoient la copie, qu'ils regardent justement ce qui est écrit dans leur charte et qu'ils nous disent si le Rwanda respecte, le Rwanda qui va organiser cette année cette réunion du CHOGM, si le Rwanda respecte les prérogatives de respect des droits humains. S'ils considèrent que le Rwanda est sur le droit chemin, ça veut dire qu'ils n'auront rien compris. S'ils le savent et que malgré tout ils y vont, ça veut dire qu'ils ne respectent pas leur charte à eux. Donc, je voudrais les mettre devant leurs responsabilités et que la prochaine fois, pour les prochaines rencontres, et je sais que cette réunion va se tenir à Kigali, mais que pour les prochaines rencontres, ils respectent au moins les engagements qu'ils ont signés en créant l'organisation du Commonwealth. Voilà, enfin, je vais espérer que
les gens qui tu as nommés à Chine, notamment Imabere Karasira, mais il y a également Hassani Chouma et d'autres prisonniers politiques qu'il y a un temps. J'espère que le Rwanda entendra notre voix et qu'il évitera, je parle du gouvernement rwandais, il évitera de commettre encore des crimes comme il a malheureusement l'habitude de le faire. Sinon, Achille, je vais te remercier encore une fois. Je remercie nos auditeurs. Et j'espère qu'on aura une autre occasion de discuter de la situation politique de notre pays. Je vous souhaite tous un bon jour de Pentecôte. Merci. Merci pareillement à Anissé Kaneye et merci infiniment pour ta contribution à ces émissions en français. Et sans plus tarder, nous allons mettre fin à notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre en grand nombre. N'hésitez pas de nous donner vos commentaires sur notre courriel Radio Iteme en un seul mot à commercial rac-urunana.org. Donc, notre émission tire à la fin et à très bientôt. Je suis né dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Petite, je gardais les troupeaux, et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chansons des oiseaux, et le vent soufflait, et la nature me souriait partout. Contempler l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tous ces vies. Je pouvais voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies, telle est ma soif et jamais suivie.